horizontale. Rebondissement dans l'affaire Katumbi en RDC. L'ancien conseiller à la sécurité de l'opposant porte plainte à Washington pour torture contre le chef de l'ANR, Kalev Moutonde, et le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. En Guinée, un député du principal parti d'opposition a été placé en garde à vue à Conakry pour outrage au chef de l'État, Alpha Condé. C'était dans une déclaration lors d'une réunion politique. En Mauritanie, le procès de 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA inculpés d'usage de la violence et attaques contre les pouvoirs publics s'est ouvert ce mercredi à Nouakchott sous haute surveillance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant le développement de ces titres, au Burundi, le gouvernement a annoncé avoir rejeté la résolution de l'ONU adoptée vendredi, initiée par la France. Cette résolution prévoit le déploiement de 228 policiers sur le sol burundais. Plus de précisions à travers ce reportage. La résolution 2303 invite le gouvernement burundais à coopérer entièrement avec la force de police onusienne, forte de 228 éléments. Mais la réaction des autorités burundaises était attendue. Déjà le samedi, elles ont organisé des manifestations devant l'ambassade de France à Bujumbura pour exprimer leur rejet. Alors que Bujumbura était jusque-là apte à accueillir au plus 50 policiers onusiens, il écarte désormais cette éventualité. Le communiqué précise par contre que les 100 observateurs et 100 experts militaires qui devaient être déployés par l'Union africaine restaient les bienvenus. Rappelons que pour le moment, seulement 32 observateurs et 14 experts sont effectivement sur le terrain. La résolution de l'ONU prévoit que ces policiers soient envoyés à Bujumbura et dans tout le Burundi pour une période initiale d'1 an et que leur mandat pourrait être renouvelé ou modifié si la situation empirait. Le Burundi est plongé dans une grave crise émaillée de violence depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat avant d'être réélu en juillet. Les violences ont déjà fait plus de 500 morts et plus de 270 000 personnes exilées. Nouveau rebondissement dans l'affaire Katumbi en RDC. L'ancien conseiller américain à la sécurité de l'opposant porte plainte à Washington pour torture contre le chef de l'Agence nationale de renseignement ANR, Kalev Moutonde, et le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Daryl Lewis a été détenu pendant 6 semaines en RDC avant de pouvoir regagner les États-Unis et il affirme avoir subi des mauvais traitements. Le test de sa plainte publié par Jeune Afrique est détaillé. Dès son arrestation le 24 avril, Daryl Lewis dit que les agents de l'ANR lui ont infligé une douleur psychique et physique extrême. Tout ça pour lui faire avouer qu'il était prétendument un mercenaire à la solde de Moïse Katumbi. Le cabinet d'avocats de Daryl Lewis fait savoir que d'autres personnes pourraient être visées si de nouvelles responsabilités étaient établies. Son client demande 4,5 millions de dollars de dédommagement. Toujours en RDC, 2 greffiers du tribunal de paix de la ville de Lubumbashi, situé au sud-est du pays, ont pris ce mercredi la poudre d'escampette. Ils détiennent en leur possession le dossier physique condamnant à 3 ans de prison ferme l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe. Leur fuite intervient une semaine après celle de la juge Chantal Ramazani qui, justement, a prononcé la condamnation de Moïse Katumbi. Cette juge avait eu, en son temps, dénoncé des pressions exercées sur elle pour que Moïse Katumbi soit condamné. Selon certains agents du tribunal de Lubumbashi, la disparition du dossier physique peut avoir un impact politique, mais elle n'annule aucunement la condamnation de l'ex-gouverneur du Katanga. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le nouveau Premier ministre tunisien est désormais connu. Son nom, Youssef Chahed, jusqu'alors ministre des Affaires locales. Il a été désigné par le président Béji Caïd Essebsi avec pour principale mission de former un gouvernement d'union. Les images. C'est donc à lui que revient la mission de former un gouvernement d'union nationale. Youssef Chahed devra former une nouvelle équipe dans un délai de 30 jours. À peine nommé, le nouveau Premier ministre donne déjà un aperçu de ce que sera son tout premier gouvernement. Ce gouvernement sera un gouvernement politique
un gouvernement de compétence nationale sans calcul partisan. Ce gouvernement travaillera sur la base du programme qui se trouve dans l'accord de Carthage en se concentrant sur 5 priorités essentielles. Premièrement, gagner la bataille contre le terrorisme. Deuxièmement, déclarer la guerre à la corruption et aux corrompus. Troisièmement, augmenter le taux de croissance pour créer des emplois. Quatrièmement, maîtriser les équilibres financiers. Et cinquièmement, la question de la propreté et l'environnement. Youssef Chahed est un ministre du cabinet sortant et dont la ligne avec le chef de l'État suscite la polémique. C'est d'ailleurs ce dernier qui l'a proposé à ce poste lors des consultations tenues à ce sujet. Pour la petite histoire, Youssef Chahed est un ingénieur agronome de formation. Il a fait son entrée sur la scène politique tunisienne après le soulèvement qui a emporté la dictature de Zine El Abidine Ben Ali en 2011 en fondant un petit parti connu sous le nom La Voix du Centre. Je l'annonçais en titre, en Guinée, un député du principal parti d'opposition a été placé en garde à vue à Conakry pour outrage au chef de l'État, Alpha Condé, dans une déclaration lors d'une réunion politique. Je suis en garde à vue dans une gendarmerie de la banlieue de Conakry pour outrage au chef de l'État, a dit mardi soir par téléphone Ousmane Gawal Diallo, député de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, la principale formation de l'opposition guinéenne, dirigée par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Le député a été placé en garde à vue à la suite d'une plainte d'un procureur de Conakry au nom du chef de l'État guinéen, a confirmé son avocat, maître Alseni Aminata Diallo. Il demeurait en détention ce mercredi, a-t-il dit. En Mauritanie, le procès de 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA inculpés d'usage de la violence et attaque contre les pouvoirs publics s'est ouvert ce mercredi à Nouakchott sous haute surveillance. Une quarantaine d'avocats défendent les prévenus, membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, arrêtés entre fin juin et début juillet pour leur implication présumée dans une manifestation violente en marge du déplacement forcé par les autorités d'habitants d'un bidonville de Nouakchott, Ksar, le 29 juin dernier. Une dizaine de policiers avaient alors été blessés par les manifestants en colère, d'après les autorités locales. Officiellement, les habitants du bidonville évacués occupaient un domaine privé. Ils ont été déplacés vers des parcelles de terrain offertes par l'État. Au premier jour de l'audience, les accusés ont tous plaidé non coupable. En Afrique du Sud, les électeurs ont exprimé ce mercredi leur suffrage à l'occasion des municipales. Un scrutin avec que l'opposition semble avoir toutes les chances d'emporter pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994 en raison des nombreuses crises qui ont récemment fragilisé l'ANC de Jacob Zuma. En attendant les résultats officiels, quelques électeurs expriment ici leur satisfaction d'avoir pu accomplir leur devoir civique. J'ai voté pour l'EFF, les combattants de la liberté économique. Je veux leur donner une chance. S'ils échouent, c'est leur problème. Les autres partis ont eu leur chance et ils ont échoué à faire ce qu'ils avaient promis. Donc je donne une chance à l'EFF. Les gens vivent dans des squats, dans des camps qui se multiplient. Rien ne s'améliore, la qualité de vie des gens reste la même. Peut-être que si on vote pour l'EFF, au moins on sait qu'ils sont au contact des gens ordinaires. Je dis toujours aux gens que ce n'est pas l'ANC qui est impliquée dans les affaires de corruption. S'il y a corruption, ce sont les gens qui travaillent pour l'ANC qui sont impliqués et non l'ANC lui-même. I'm actually honoring our late president. You know, I know that there's so many negative things. J'honore notre défunt président. Je sais qu'il y a beaucoup de choses négatives que j'ai eu à dire par rapport à l'ANC, mais je pense à ce que notre défunt président a traversé sous le régime de l'apartheid. Je le fais donc pour lui et pour personne d'autre. I'm just doing it for him, not for anyone else. Dans le Zimbabwe voisin, la police a dispersé ce mercredi à coups de matraque et de canon à eau une manifestation de quelques centaines de personnes. Elles protestaient à Harare contre la politique économique du gouvernement. Voici les images.
Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants qui s'étaient rassemblés devant le ministère des Finances. Dans la foule, beaucoup arboraient le drapeau du Zimbabwe autour du cou, un symbole de la vague de contestation récente qui s'est emparée du pays. Un jour libérateur, désormais oppresseur, Mugabe doit partir, vous avez échoué, pouvait-on lire sur les pancartes brandies par la foule. La crise économique que traverse le Zimbabwe depuis le début des années 2000 s'est aggravée cette année et le gouvernement est à court de liquidités pour payer les fonctionnaires. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont secoué le pays pour dénoncer le chaos économique dans lequel il est plongé. Un groupe de jeunes diplômés sans emploi, qui avait été interdit de manifester par la police à Harare, a finalement rejoint un autre cortège protestant contre l'introduction du billet d'obligation, une devise locale introduite en mai à parité avec le dollar américain. Les manifestants ont déposé une pétition au ministère des Finances pour dénoncer cette mesure économique qui fait craindre un retour de l'hyperinflation qui avait détruit l'économie en 2008-2009, poussant alors le Zimbabwe à abandonner sa devise nationale. Le régime de Robert Mugabe, 92 ans, est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980, est vivement contesté ces dernières semaines, y compris au sein de ses anciens soutiens. Malgré son âge canonique, le président a vivement réagi et menacé les contestataires d'une répression sévère. Une promesse rapidement tenue puisque 5 vétérans ont été arrêtés depuis la semaine dernière. Le Niger a commémoré ce 3 août le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Un anniversaire marqué par la réception mardi d'un grand hôpital général de référence de la sous-région par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Fruit de la coopération sino-nigérienne, l'hôpital a coûté plus de 45 milliards de francs CFA. Voici le reportage de notre correspondant au Niger, Abdelkarim Mahamadou. C'est une double indépendance pour le Niger qui a célébré ce 3 août 2016 le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté. La veille, le président Issoufou Mahamadou a réceptionné le plus grand hôpital de référence de la sous-région. Un hôpital qui répond à toutes les exigences et qui dispose de plateaux techniques qui prennent en charge tout type d'intervention. Il s'agit d'un outil extrêmement important pour les soins de santé au Niger, non seulement au Niger mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Parce que je voudrais souligner ici que c'est, je crois, le plus grand hôpital de référence de toute l'Afrique de l'Ouest. L'hôpital général de référence de Niamey, fruit de la coopération sino-nigérienne, a coûté plus de 45 milliards de francs CFA et a une capacité de 500 lits, 14 salles d'opération dont 2 au niveau des urgences ainsi que de matériel médico moderne. Le gouvernement, assure le ministre de la Santé publique, sera très regardant sur sa gestion dans tous les domaines. Nous avons pris des dispositions pour que dans la gestion, certaines procédures sont respectées. D'abord qu'il soit un hôpital de référence et que ne viennent ici que les gens qui sont les patients qui sont strictement référés ici. Ensuite, nous allons donner ou ouvrir le service de l'hôpital au privé pour des prestations, par exemple en matière d'hygiène, en matière d'eau usée, et nous allons juger les travailleurs qui y sont aussi, nous allons les évaluer sur leurs résultats. La construction de cet hôpital a duré 3 ans. Tout le long du processus, des entrepreneurs nigériens ont été associés. Une collaboration bien réussie avec une entreprise chinoise, malgré quelques difficultés. On a mis notre honneur dedans en tant que, d'abord, citoyen nigérien et entrepreneur. Quand on vous confie une tâche, le devoir veut à ce que vous mettiez tout le sérieux pour pouvoir réaliser ce projet-là et à terme échu. La commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Niger a été aussi marquée par une cérémonie de plantation d'arbres. Le président Issoufou Mahamadou a planté le premier des 10 000 arbres prévus pour la capitale Niamey. Ce sera donc tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous.